Et comment vous avez fait pour arriver, vous? Oh! Ouais, écoutez, non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Quel mérite vous avez. Mais par où vous êtes passé? Entre nous, mesdames et messieurs, est-ce que vous ne trouvez pas bizarre que la grève, que cette grève générale des transports a commencé le 28 novembre, jour de ma première ici. Et qu'elle va se terminer le 17, jour de ma dernière. C'est quand même bizarre. Écoutez, moi je suis venu, je vais poser ma roue parce que... Voilà, écoutez, c'est pour pas qu'on me vole mon vélo. Ah oui, faut vraiment que ça soit un acrobate pour partir avec un vélo avec une roue, hein. Eh bien, figurez-vous que j'ai pris les pistes cyclables, puisqu'il y a des pistes cyclables. D'abord, je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous remercier. Avant toute chose, je voudrais vous remercier d'être venu ce soir. Parce que personnellement, moi, je ne serais pas venu. Je voulais vous le dire. Ils ont fait des pistes cyclables. Je vais prendre les pistes cyclables. C'est rudement bien pensé, les pistes cyclables. Parce que côté trottoir, vous avez les couloirs réservés aux autobus et aux taxis. Au milieu, vous avez les autos. Entre les deux, les vélos. Ils ne peuvent plus s'échapper. Tôt ou tard, les cyclistes, on les coince, il est pris un sandwich, il est foutu. Moi, j'ai remonté les faubourgs Saint-Antoine pour tourner à droite, rue des Picpis. Quoi, vous la connaissez pas, la rue des Picpis? J'étends de la main pour tourner à droite, rue des Picpis. Il y a une auto qui passe et qui me fait « Et avec les deux pépères, qu'est-ce que tu sais faire ?» Je lui ai dit « Tiens, voilà, qu'est-ce que je sais faire. » Ça vous fait rigoler, moi je me suis cassé la gueule. Ah non, les pistes cyclables à Paris, c'est fini, hein. Les vélos, oui, les pieds jacons, non. Oh, je vous jure, hein. Ah. Tiens, dernièrement, je passe du coq à la poule. Je suis allé, pas dernièrement, non, je suis allé voir un concert au Théâtre des Champs-Élysées. Un concert donné par les grandes pianistes. Enfin, quand j'ai dit donné, c'était 900 francs la place. À ce prix-là, moi, je croyais qu'on voulait me vendre les pianos. C'était le grand pianiste Vladimir Horowitz. Il a joué pendant 3 quarts d'heure. Il a salué 3 fois et il est sorti. Le lendemain, on a titré dans la page spectacle du Figaro « Vladimir Horowitz, 3 quarts d'heure de génie ». Alors j'ai compris. Il faut faire court. Ah, vous êtes de bonne humeur, vous. Ah, vous avez de la chance. Moi, je descends de chez moi, je passe tous les jours devant la pompe funèbre. Avec la croque-monsieur qui les laisse les poids de la porte. À guetter les clientes comme un vautour sur sa branche. Avec l'air de vous dire, n'attendez pas la dernière minute pour passer la commande. Oh, ça me déprime tellement, je vous dis franchement, que quand je passe devant lui maintenant, exprès, hein, sur votre respect, je pète un coup. Comme ça, c'est lui qui l'est déprimé. Et forcément, il s'est dit encore un qui pète des santé. Mais enfin, on ne peut pas être des mauvais voisinages comme ça toute sa vie. Alors l'autre jour, je passe devant sa boutique, il me dit, un petit renseignement, monsieur. Je dis, oui, allons-y. C'est pour qui? Et c'est pour ma femme. Quand est-elle décédée? C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore décédée, mais si vous me faites un prix, je vais la décider très vite. C'est pareil, j'ai un voisin qui met sa radio toute la nuit. Toute la nuit. J'en peux plus, j'ai une tête qui va exploser. Puis les Parisiens, on ne peut rien leur dire. Ils sont d'une agressivité. Alors je frappe doucement chez lui, je dis, monsieur, si ça ne vous dérange pas, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour la radio. Qu'est-ce qu'elle a, ma radio? Bah, si ça ne vous dérange pas, monsieur, de la mettre un peu plus fort. Parce que la mienne est en panne. C'est vous qui payez mes piles? Dites, tenez, je vous donne 1 franc et tous les matins, je vous glisserai 1 franc sous la porte. Ça va comme ça? Ça va. J'ai tenu les coups pendant 7 nuits. J'avais la tête comme une discothèque. Tous les matins, je lui mettais la pièce sous la porte. Les 8e jours, je n'ai pas mis la pièce. Il est venu frapper à ma porte, il m'a dit...
vous avez trouvé les chemins trop longs pour venir jusqu'à ma porte ce matin? J'ai dit non, mais j'ai trouvé un chemin plus court. C'est de mon pied à ton qui. Il me dit, ah bon, c'est comme ça? Eh ben la radio, c'est fini. Ça m'a coûté 7 francs, mais je vais dormir tranquille. Bravo. Et vous allez dire que j'ai pas dit coq à la poule encore une fois. À Paris, et ils nous ont supprimé les Vespasiennes. Les Vespasiennes, ça sentait mauvais, d'accord, mais on pissait gratis. Ils les ont remplacées par des nouvelles en aluminium. C'est 2 francs l'entrée. Il faut attraper le coup, hein, sinon c'est lui qui vous attrape. Ah, moi, je me suis fait avoir là-dedans, mais c'est un attrape-couillon, ce machin-là. Au bout d'un quart d'heure, la cuvette se transforme en siège éjectable. J'ai ressorti trempé comme un ver solitaire. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que vous foutiez là-dedans pendant un quart d'heure? Bah, ils vous mettent de la musique classique. Moi, pour le même prix, j'écoute tout le morceau. Autrefois, il y avait à Paris un petit cabaret qui s'appelait l'Échelle de Jacob. Dans ce petit cabaret, on y entendait des chanteurs, des imitateurs, des animateurs, des diseurs. Moi, je passais vers 11 heures. J'étais conteur, mais pour vous dire franchement, j'avais beau compter et compter tous les soirs, les comptes étaient quand même justes. Hein? Ah oui, tout juste. Et à l'époque, c'était la seule histoire que j'interprétais, intitulée Popek au tribunal. Alors, ça s'est passé comme ça. Un présentateur annonçait l'artiste qui passait entre les tables pour se rendre sur une toute petite scène, et j'entendais les réflexions au passage. Quel nom qu'il a dit? Kopek. Il n'a pas l'air gai, hein? On va s'emmerder. Déjà, ça vous mettait à l'aise. Hein? Et le silence s'installait dans la salle pendant presque 10 minutes. Et comme à cette époque-là, je pesais 10 minutes en tout, et pourtant les copains m'encourageaient et me disaient « Ton personnage est à pisser des rires ». Et ben pour vous dire franchement, je crois bien qu'à l'Échelle de Jacob, ils pissaient tous avant de rentrer. Alors, voyez-vous, c'est cette... voilà. J'ai sorti de ma mémoire, exceptionnellement pour ce soir. C'était la même barre, parce que mon premier métier, c'était ébéniste. J'étais menuisier, vous voyez. Eh oui. Et ça, c'est en hommage à un grand comédien, Charles Denner, qui m'a emmené pour la première fois dans ce petit cabaret de l'Église, je crois que c'était là, et avec sa voix particulière, ça lui plairait pas que je lui rende hommage. Il me dirait, de sa voix comme ça, il me dirait « Mais t'as pas besoin de parler de moi, c'est pas moi qui joue ton sketch ». Je savais pas parler au public, vous voyez. Maintenant, je vous parle, je vous dis « Bonjour, comment allez-vous » Avant, jamais, je me serais jamais approché. Pour moi, le public, c'était l'ennemi. Ah oui, c'est celui qui vient, comment vous dire, qui vient dire qu'est-ce qu'il est mauvais. Je savais pas que j'étais bon. Bon, attention, ça va commencer. Monsieur le Président, tout d'abord, je dois dire que je suis fier, que vous en avez l'honneur, que c'est moi, Popek, qui l'en est devant vous, et vice-versa. Je jure de la dire toute la vérité, et tout ça que c'est pas vrai aussi. Que même si je n'ai pas été ici accusé par ma méchante femme que c'est une saleté, pour des coups et des blessures, soi-disant, parce que les coups, c'est elle qui les a réussis, mais les blessures, c'est moi que je les porte à l'intérieur de moi-même. Eh bien, je serais quand même venu touristiquement, tellement c'est beau dans cette grande palais de la justice française, que je l'ai eu beaucoup de mal à me stationner devant chez vous, Monsieur la Présidente. J'avais beau le dire à Monsieur l'agent que j'en avais rendez-vous avec vous, il n'a rien voulu savoir, il en a sorti son chéquier, m'en a signé une contravention. Et là, moi aussi, je les ai sortis mes essuie-glaces, il en aura dit mal à me la coller, vous voulez qu'il me la mette? Il n'est pas de sauvage tout de même, non? Alors... Non, Monsieur la Présidente, je n'ai pas d'avocate. C'est pas la peine que ça m'écoute les yeux de la tête pour que l'avocate, il dise pour moi qu'est-ce que je suis mieux placé qu'elle vit pour dire qu'est-ce que ça s'est passé avec ma femme. Je suis française, Monsieur la Présidente, puisque vous m'avez posé la question, je suis française, c'est peut-être pas des pères en fils, mais... N'empêche que j'en ai des attaches profondes ici depuis pas mal de siècles, puisque c'est une de mes ancêtres qui en avait inventé les ponts pour les châteaux forts, que d'ailleurs ça portait son nom, les ponts Lévis. Et justement, si c'était de votre bonté, Monsieur le Président, de me faire une petite recommandation pour la 10e chambre, je suis convoqué là-bas aussi.
À cause de ma saleté des concierges. Qu'elle a dit que c'est moi que je l'ai forcé mon chat à faire pipi chaque matin dans sa fleur des cactus, que ça l'a desséché son haricot qu'il était à côté. Soi-disant, je lui ai donné un gifle. C'est comme ça, je l'ai su qu'elle en avait un dentier. C'est tombé par hasard dans la conversation. En plus qu'elle fait de l'espionnage d'escalier, cette saleté. Que l'autre jour, je la croise. Avant que je dise que je la croise, c'est une façon de parler. Il faut plutôt la contourner. Elle m'agresse en me disant, je vous ai vu l'autre jour avec la petite brine, que tout le monde dit que c'était une bonne affaire. Je dis, qui ça tout le monde? Elle me dit, j'en connais au moins 2 hommes qui disent que c'était une bonne affaire. Les bouchers et les boulangers. Je dis, alors avec moi, ça fait 3, c'est pas tout le monde? Elle me dit, vous avez pas honte si votre femme savait ça? Je dis, dites-moi, madame la pipelette, est-ce qu'on dit de vous que vous en êtes une bonne affaire? Elle me dit, comment? Vous osez insulter une femme qui est les perclis des rhumatismes? Que je la paie même pas marcher? Ben, je dis, justement, on ne dit pas de vous que vous en êtes une bonne affaire. Vous voulez que j'appelle mon mari? Je dis, c'est ça, allez-y, cherchez votre mari. Seulement, moi, je lui dirais que je préfère être à 30% dans une bonne affaire plutôt qu'à 100% dans une mauvaise. Ne vous énervez pas, monsieur le président. Les gens deviennent agressifs à cause des voitures. Forcément, tout le monde y veut être devant. Eh ben, qu'ils aillent devant, et puis c'est tout, je resterai derrière. Que juste au moment que j'ai passé un feu rouge parce que j'étais pressé, arrive un poids lourd qui grille un feu vert, cette saleté. Et qui me traite de PD. Il vous connaît même pas. Alors comment il peut le deviner? Je me moque pas de vous. Mais non, monsieur le président, je n'oublie pas, comme vous dites, que je suis là en tant que prévenu. Ah bon, il n'y a pas que moi à l'entendre dans cette affaire. Qui ça d'autre? La plaignante? Ah bah, justement, c'est ma femme. C'est-à-dire qu'elle est un peu grippée, elle est malade, elle m'a envoyé me plaindre à sa place. D'ailleurs, tout le monde s'est plaint en ce moment. Les affaires sont calmes. Moi, je suis dans les caleçons molletonnés en gros. Et demi-gros. Vous êtes dans les affaires à suivre au détail, et ben on est dans les mêmes cas. Hein. La seule différence, c'est les clients. Chez moi, il a toujours raison. Forcément, c'est lui qui paye. Chez vous, il a tort, mais il paye quand même, vous en avez de la chance. Et justement, monsieur le président, je profite que je suis devant vous pour vous proposer une petite réforme sur les divorces. Il n'y en a qu'à faire comme pour les députés. Des mandats de 4 ans renouvelables et pas plus. Et au bout de 4 ans, les conjoints sortants essaieraient de se faire réélire. Moi, ma décision est prise, je me représente ailleurs. Elle s'appelle Mimi, elle est jolie comme une marguerite des champs. Et pourtant, la première fois que je me suis décidé à l'aborder, je me rappelle, vous avez une minute là. J'avais cru de la complimenter en lui disant « Qu'est-ce que ça doit être bon de coucher avec vous ?» Elle me répond « Vous me prenez pour une pitin ?» Je dis « Mais pas du tout. Qui c'est qui vous a parlé d'argent ?» Ça n'explique pas les coups, des coups à qui? À ma femme, ça recommence avec la saleté. Moi, je vous dis franchement que si on me cherche encore des noises ici, moi, ou j'ai lâti ma femme, ou elle me tue, ou je me tue. Et vous en aurez 3 morts sur la conscience. Mais non, je ne l'ai pas cassé des dents, c'est des mensonges. C'est une fausse dent à pivote qu'elle est tombée toute seule. Il faut seulement changer la vis patinée, et puis c'est tout. En plus, qu'elle m'avait traité de, vous savez, cette poisson qui est dans la boîte avec des vins blancs, que je me rappelle plus le nom, là. Elle a même ajouté que tous les hommes sont des maquereaux. C'est ça, la poissonne. Alors, attendu que cette injure constitue un outrage à magistrat au travers de ma personne, je demande condamnation de la prévenue de ma femme à 8 jours de travaux forcés à perpétuité. Et 10 000 francs de dommages avec intérêt. Et 5 000 pour vous, 5 000 pour moi. On n'est pas des sauvages tout de même. Voilà. Ben alors les sous, ça vient? Bonjour, monsieur le gardien. Comment? Si je sais que c'est interdit de pêcher dans les bassins du château de Versailles. Bah bien sûr que je sais, puisque apparemment c'est pour ça que je pêche pas. Non, je pêche pas. Vous voyez bien que je n'essaye pas de l'attraper les poissons du château. C'est les miens que j'attends. Il connaît la maison, il a l'habitude de revenir toute seule. Eh bien, voyez vous-même, c'est un bocal que je l'attache au bout de ma canne à pêche, comme ceci. Je les plonge dans les bassins. Mon poisson y saute, il va faire son petit tour. Quand je le siffle, il revient. Qu'est-ce qu'il y a pas normal? Pourquoi je ne suis pas normal? Parfaitement, il y a un poisson, comme vous dites, qu'il est à moi là-dedans. Faites les comptes des poissons du château, vous verrez qu'il y en a un des plis, c'est la mienne. Il s'ennuyait à la maison. Il maigrissait à vider l'œil. À force de tourner en rond dans son bocal, il devenait nervasthénique. Alors je les sorte à la campagne, pour qu'ils aient dégourdissent un peu les nageoires,
pour qu'il joue avec les copines. Au moins, ici, il reprend des couleurs. On n'est pas des sauvages, tout de même, non? Non, je ne me paye pas votre tête, comme vous dites. J'en ai déjà assez à payer avec la mienne. D'habitude, quand je l'appelle, il revient. Ben, bien sûr que c'est un poisson. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit, un sous-marin? Eh ben, appelez la police, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même pas ma faute s'il veut pas revenir, non? Je sais pas, moi. Peut-être qu'il a fait un figue. J'ai dit peut-être qu'il a fait un figue. Je comprends pas le français, celui-là. Comment? J'avais pas à les mettre dans les bassins, et pourquoi? Parce que c'est un endroit public. Eh ben, je sais pas. Si c'était privé, je l'aurais pas mis. Parce que c'est peut-être des poissons des pédigrés qui sont là-dedans, qui se mélangent pas avec les poissons du peuple. Ils sont pas au courant qu'il y en a eu la Révolution. Si c'est un endroit public où que j'ai le droit de venir m'échanger des laits grâce à la République, mon poisson aussi, il a bien le droit de venir s'échanger des lots grâce à la République aussi. C'est ce que nous allons voir? C'est tout vie. C'est tout vie, je vous dis. V-I-V. Tiens, tenez, regardez-les passer là, à côté de l'espèce des raies au noir, la nageoire des ci, la nageoire des sous. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il y trouve, elle est plate comme une limande, cette saleté. Ah, vous voyez que c'est pas à vous. Bon, allez, je vais pas abuser de la situation, hein. Hop là! Vous avez vu? Il faut les voir pour les croire, hein? Tiens, viens ici, Moïse. Je l'appelle Moïse depuis que je l'ai sauvé des eaux sales de la Seine. Comment? Vous avez jamais vu un poisson qui vient quand on le siffle? C'est-à-dire que c'est seulement si on les siffle la Marseillaise. Parce que mon poisson n'est pas n'importe qui, monsieur. C'est un rougette de Lille. Au revoir, monsieur. Vous savez, moi, j'ai fait un petit peu tous les métiers. J'ai même été chauffeur de taxi. C'est un métier que je ne souhaite à personne. Parce que, voyez-vous, les clients, toujours pressés, jamais contents, à surveiller les compteurs, à vous reprocher de ralentir au feu orange pour mieux avoir le feu rouge. Mais tout ça n'est rien à côté des risques physiques. Remarquez, moi, dans mon taxi, j'étais jamais tout seul, j'avais mon pitbull. Des pitbulls. Ils en font de la pib à la télé. C'est des petits chiens avec une mâchoire des Doberman. Oui, ça vous arrache les bras en des coups de gueule, ces chiens-là. Et les miens, ils vous quittaient pas de l'œil, hein. Remarquez, j'ai rassuré toujours les clients. Je disais, n'ayez pas peur, il mord pas. Il vous prévient. Alors, n'élevez pas la voix. Hein? Pas des mouvements brusques. Et surtout, n'essayez pas de vous en prendre à la caisse. Il est assis dessus. À ça, je donnais toujours les consignes de sécurité avant de partir. Il y avait qu'à lire les pancartes. Le client a toujours raison de la boucler. Et je ne vous empêche pas de fumer si ça ne vous gêne pas non plus que je pète tous les longs de la route. À ça, quand on est taxi, il faut montrer qu'on les mettra à bord, hein. Et encore, moi je vous dis franchement, je faisais pas la nuit, hein. Oh là là là! Je laissais ça à ma femme. Oh, c'est elle qui prenait le relais, elle a perdu rien. Et combien de fois elle est tombée sur des excités. Et c'est vrai que ma femme, si on la voyait des dos, surtout la nuit, elle faisait illusion. Bon, maintenant, ça serait plutôt la grande désillusion. N'empêche un jour que son client a essayé de s'en prendre à la caisse. Elle a eu un réflexe extraordinaire. Elle lui a dit, si vous voulez la caisse, il faudra d'abord me passer sur les corps. Eh ben, le type, il a laissé tomber la caisse. Un jour, c'était mon dernier client de la journée. Un type complètement saoul, il monte dans mon taxi, il me dit, allez, démarre, je suis pressé, je vais aux courses, à Longchamp. Il se cogne dans ma portière gauche. Il s'affale de tout son long sur ma banquette arrière. Il s'appuie sur la poignée de ma portière droite qui s'ouvre. Il se retrouve assis sur les trottoirs. Heureusement, j'avais pas encore démarré. Il se relève et il sort son portefeuille. Il me dit, chapeau, t'as fait ridement vite, combien je te dois? Vous savez, moi, je n'ai jamais prétendu être ce qu'on appelle un spécialiste de l'humour juif. Et c'est vrai que les puristes en la matière ne me démentiront pas. Alors vous allez me dire, enfin ça m'arrange que vous me posiez la question, selon vous, c'est quoi l'humour juif? Eh bien, c'est de faire rire avec une histoire qui a un double sens et qu'on ne comprend qu'à moitié. Et je vais vous en donner un échantillon qui ne fait pas partie de mon one-man show, c'est en plus, et je ne vous le compte pas. Alors, il y a deux histoires. Il y en a une
Je commence par la première ou la deuxième? Je vais commencer par la première, qui est un peu... Je vais commencer par la première. Ça s'est passé pendant la fin du communisme en Russie. Il y avait pénurie de cuir. On ne trouvait plus de chaussures en cuir. Et la communauté européenne avait envoyé un stock de chaussures. Et évidemment, depuis 2 heures du matin, les moscovites faisaient la queue dans les rues au magasin de chaussures pour avoir des chaussures. À 9 heures du matin, le vendeur sort sur les portes, il sort sur les paliers de sa porte, et il dit... Camarades, nous sommes désolés, il n'y aura pas de chaussures pour tout le monde. Le stock que nous attendons est très restreint. Nous demandons en conséquence à nos camarades juifs de bien vouloir quitter la file et rentrer chez eux. Les juifs sont furieux, quittent la file et rentrent chez eux. 1 heure plus tard, le vendeur ressort. Camarades membres du parti, nous n'aurons pas assez de chaussures pour tout le monde. Nous demandons, le comité demande aux camarades membres du parti de bien vouloir rentrer chez eux. Et les camarades membres du parti sont furieux et rentrent chez eux. 1 heure se passe, le vendeur ressort affolé. Nous sommes désolés d'apprendre à nos camarades membres du Soviet suprême la mauvaise nouvelle. Il n'y aura pas de chaussures. Et à ce moment-là, un membre du Soviet suprême se retourne vers un autre et lui dit « Et voilà !» C'est toujours les Juifs les premiers prévenus. Bonjour, Madame Lachaise, vous êtes libre? Bon. Ah, on peut dire que vous avez dit en supporter, vous, hein, des paires de fesses. Des grosses, des maigres, des molles, des faux folles et des faux quilles. Eh ben, vous avez l'honneur d'en recevoir des petites bien fermes et bien rondes comme des oranges de Jaffa. Ah, garçon, vous allez me donner... Je sais pas fou, j'ai vu passer un garçon. Et garçon, c'est pas un garçon de café, c'est une trottinette. Et garçon, oh mais il a les faux requis celui-là. Ça fait 3 fois qu'il me passe sous les nez. S'il me cherche, il va me trouver, hein. Bon alors, à quelle heure il passe le prochain garçon là? Si ça se trouve, ça lui plaît pas qu'on l'appelle garçon. Ah, quand même? Comment? Non, je vous prends pas pour une poule. Je vois bien que vous n'en avez pas des plis moquis. Ça fait 3 fois que vous m'avez passé sous les nez. Alors me prenez pas non plus pour un lampadaire. Et donnez-moi un demi dans un verre propre. Et sans faux col. Non, mais vous avez vu cette arrogance? Vous me prenez pour une poule? Est-ce que quelqu'un m'a entendu lui faire des avances? Ça me rappelle quand je suis avec mon père dans un restaurant, là, on nous avait servi une langue de bœuf qui avait dit mijoter dans des lots de vaisselle. Bon. Alors mon père, il appelle le maître d'hôtel, il dit, maître d'hôtel, dégueulasse votre langue de bœuf. Vous direz au chef qui paie la foutre au qui? Et le maître d'hôtel, très stylé, un genre un peu de la jaquette que ça flotte, de répondre, ah monsieur, ça n'est pas possible pour le moment. Car à l'endroit que vous dites, le chef a déjà un coq au vin. Une truite aux amandes et un œuf poché. En tout cas, moi, j'aime bien monter boire un verre ici. Voilà au moins un endroit de Paris qui n'a pas trop changé. La bite des Montmartre. Il y a toujours les funiculaires avec son gros derrière perpendiculaire. Larry Lépic et son moulin de la Galette. D'ailleurs, il n'y a plus que les moulins. La Galette, elle a disparu dans la poche des promoteurs immobiliers. Il y a toujours les peintres caricaturistes ambulants qui vous font votre portrait ressemblant. Je me rappelle que mon père m'avait fait faire mon portrait quand j'étais petit. C'était 5 francs par portrait. Alors mon père a pris ma mère sur ses genoux, moi sur les genoux de ma mère, et il a dit au peintre, faites-nous un seul portrait ensemble. Et il y a toujours les Sacré-Cœur, avec ces gros tétons tout blancs qui attirent les touristes comme une amante religieuse. Moi, j'ai toujours été intrigué quand je visite une église, je vous le dis franchement, en passant devant les bureaux des confections. Pas les confectionnals. Là où les clients viennent traiter des affaires louches. Et entre nous, quelqu'un qui se cache derrière un rideau et qui reste là à chichoter dans le noir.
Avouez que c'est quand même pas très catholique, hein? Ah! Voilà mon démi, c'est pas trop tôt. Mais, faites attention, mon sang, vous avez failli m'éclabousser. Comment? C'est qu'il y a de la mousse? C'est qu'il y a de la mousse, c'est qu'il y a de la mousse. Alors, tant que c'est pas de la merde, il faut encore vous dire merci. Oh, il est fité, celui-là, je vous jure, hein? Regardez-moi ça, heureusement que je lui ai demandé un demi sans faux col. Il y a un quart des bières et 3/4 des mousses. Allez-y savoir s'il a pas craché dans le verre. Eh ben, ça s'est déjà vu. Parce que moi, quand j'étais à l'armée, il y a un sous-officier qui me foutait toujours des corvées, des cafés les matins. Et quand je lui apportais son café dans sa chambrée, il se mettait à brailler. C'est pas d'Igi, c'est de la pisane! Eh ben, il s'est trompé seulement d'animal, hein? Eh ben oui, je fais semblant de boire, là, vous aussi faites semblant de le croire. Quand même, si mon papa revenait par ici aujourd'hui, il serait pas trop dépaysé. Combien je dois, là? Oh là là! Ah si, là, papa, il serait quand même dépaysé. Et pourtant, mon père, il avait la cuillère sur la main, il regardait pas la dépense. Je me rappelle que pour les 90 ans de la grand-mère, toute la famille était réunie pour lui faire son cadeau d'anniversaire. Et la tante Lily, moi j'étais apporté, chère grand-mère, un service à café en faïence de Smolensk pour 6 personnes. La tante Berthe, moi j'étais apporté un service à thé pour 12 personnes. L'oncle Maurice, moi j'étais apporté un service de serviettes de table brodées pour 24 personnes. Alors là, mon père, il a vu rouge. Il a sorti les siennes et il a dit, moi, j'étais apporté une pince à sucre pour 250 personnes. Ah ça, mon père, il était très susceptible, hein. Le dimanche matin, on allait aux douches municipales. Un jour, à la sortie des douches, les caissiers ils demandent à mon père « Alors, cher monsieur, vous avez pris une bonne douche ?» Mon père il répond « Pourquoi, il vous en manque une ?» Ils savent plus ce que c'est, les jeunes, maintenant, les douches municipales. C'est comme les cabinets à la turque. Qui c'est qui a encore ça, les cabinets à la turque? Ma belle-mère. Ma belle-mère, elle fait même ses mots croisés là-dessus. Oh, ma belle-mère, elle a des cuisses. C'est du béton. Du béton. Croyez-moi qu'il y aurait un championnat du monde des mots croisés à la turque. Elle aurait ses chances. Elle aurait ses chances. Bon, vous allez me dire que je suis quand même un peu dur avec ma belle-mère. Surtout qu'elle vient que 2 fois par an. Dommage qu'elle reste 6 mois à chaque fois. Doucement, doucement. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Quand même, si mon père avait pu seulement imaginer qu'un jour je gagnerais ma vie en racontant des histoires de famille. Lui qui me disait toujours en voyant mes notes à l'école, « Tantélé, je te préviens. » On vous a jamais appelé Tantélé chez vous? C'est que je ne dois pas être comme tout le monde. C'est un diminutif, Tantélé. C'est un diminutif de tâter tous les matins pour voir si on ne te les a pas volés. Vous savez qu'il y a un sport en France qui commence à se répandre dans les campagnes, c'est le golf. Et vous verrez que quand les bosserons constateront qu'un terrain de golf rapporte plus qu'un champ de betteraves, ils abandonneront la betterave pour faire du blé. Et le golf, c'est un sport qui vous oblige à forcer votre nature, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un sport économique. Il faut avoir tous les bardas, les sacs à provisions. D'ailleurs, je vais vous le montrer, je l'ai là. Vous allez voir ça. Les voilà. Ils appellent ça les caddies. Alors, si vous allez au golf, allez-y plutôt avec votre femme, parce qu'elle a l'habitude de faire les courses. Elle peut pousser le caddie pendant que vous tirez votre coup. N'empêche, on croit que c'est facile, le golf. Moi, à ma première leçon, j'en étais plutôt dégoûté, je vous le dis franchement. J'étais en vacances à l'île Maurice, grâce à vous, cher public. J'avais loué une voiture de location.
j'ai roulé tranquillement en la tenant bien ma droite. Déjà, j'avais remarqué que la voiture avait un défaut. Parce que quand je me suis assise à la place du chauffeur, j'étais obligé de tenir les volants qu'il était à la place du passager. Avec les pédales aussi. J'avais pas fait 100 mètres qu'une voiture roulant complètement sur sa gauche manque de me rentrer dedans. Je l'ai pas plutôt évité que là, c'est un autobus qui me fonce droit dessus. J'ai juste eu le temps de sauter de la voiture sur le trottoir pour être témoin de l'accident. Et ma figurez-vous que là-bas, à l'île Maurice, ils roulent tous à gauche. Je me dis, bon, j'ai compris, on est sûrement de l'autre côté de la Terre et tout marche à l'envers. Et si ça se trouve, moi-même, sans m'en rendre compte, j'ai marché avec la tête en bas. Et je vous avoue qu'à la réflexion, selon la théorie d'Einstein, je n'osais même pas y aller au water closet. Alors, l'intérêt d'un sport comme le golf, c'est qu'on peut le pratiquer jusqu'à un âge canonique. Et d'ailleurs, le vieux monsieur qui était devant moi, on sentait que c'était un vieil habitué du golf. Il prenait tout son temps pour tirer son coup. Mais apparemment, et comme vous allez le voir, il en avait de la peine à jouer. Et comme mon professeur n'était pas encore arrivé, j'observais ses gestes pour prendre une avance sur la leçon. Alors, il pose sa balle, comme ceci. Il prend son élan avec son espèce de canne à golf. Moi, je ne savais pas comment ça s'appelait, ça. Et je vois qu'il regarde tout au bout. Alors, je lui ai posé la main sur l'épaule pour lui montrer que la balle, elle était toujours là. Et comme je voyais qu'à chaque élan, il allait se casser les reins et que je suis de nature serviable, j'ai voulu lui montrer comme c'était plus facile. Je l'ai pris la balle avec la main et je l'ai envoyé au moins à 100 mètres. Mais ce que les pépés, il a voulu me cogner dessus avec sa canne à golf. Et comme je suis plus gros que la balle, il m'aurait pas loupé. Alors, heureusement, le professeur est arrivé. Il lui a expliqué que j'étais un débutant et les pépés, il est allé tirer son coup ailleurs. Alors, le professeur, lui, c'était un hindou qui avait une formation très britannique. Et je vais vous donner cette première leçon comme si vous y étiez. Le professeur arrive et me dit, "Do you do?" Do you do? Do. Et de France. Vous avez déjà tenu un club de golf, monsieur? Et non, j'ai seulement tenu un magasin de caleçons molletonnés. Bien, monsieur. Vous allez prendre ceci dans la main. Ceci est un club. Ah, c'est ça qu'on appelle un club. Un club, monsieur, se compose de 3 parties. Le grip, le manche, la tête. On tient le club dans la main droite si on est gaucher et dans la main gauche si on est droitier. Et attendez, parce que déjà, ici, vous roulez à gauche. Et moi, c'est pour jouer en France. Monsieur, vous êtes gaucher ou vous êtes droitier? Ah, moi, je suis droitier, j'ai fait tout avec la main droite, sauf si c'est pour des chèques ou de l'argent liquide. Je vais prendre indifféremment de la main gauche ou de la main droite. Bien, monsieur, vous êtes donc droitier. Vous tenez votre club dans la main gauche, comme ceci, poignet posé sur les grippes, pouce en avant. La face plane de la tête de votre club doit être parallèle au dos de votre bras, qui est comme un manche de bois, et fait corps avec votre poignette. Je ne veux pas voir des poignets cassés. Ah, ben rassurez-vous, moi non plus. Je ne tiens pas à me casser la poignette. Votre bras droit reste souple et sert uniquement d'accompagnateur. Ouh, ben ça m'étonnerait que mon bras droit accepte de servir de larbin au bras gauche, voyez-vous. Monsieur, votre main droite enserre votre main gauche. Le petit doigt de votre main droite vient se nicher dans le creux entre l'index et les majors. Allez-y, monsieur, oui. Ben, qu'est-ce que vous me faites, là, monsieur? Ben, c'est tous les doigts qui veulent nicher avec les majors. Bien, monsieur, nous allons étudier maintenant les mouvements des jambes. Vous allez m'écarter légèrement les pieds, voyons. Nous sommes entre hommes. Imaginez que vous soyez en train de faire pipi. Ah bon? C'est comme ça que vous faites pipi, monsieur? Eh ben oui, pour ne pas éclabousser les chaussures. Monsieur, ramenez-moi vos pieds à la largeur de vos épaules. Eh ben, il fallait me le dire tout de suite. Il me dit de faire pipi. Et fléchissez-moi les genoux. Et en avant ou en arrière?
Vous avez déjà fléchi des genoux en arrière, monsieur? C'est pour ça que je vous la pose la question. Bon, monsieur, fléchissez-moi les genoux et sortez-moi les derrières. Ah non, ça, je ne saute pas mon derrière, non. Ça. Il faut d'abord faire connaissance. Monsieur, votre position doit être celle du jockey se préparant à sauter l'obstacle. Écoutez, écoutez. On va déjà, on va commencer par jouer à pied. Si je vois que je m'en sorte pas trop mal, on va monter sur les chevals après aussi. Une seule chose à la fois. Bien, monsieur, nous allons maintenant étudier les swings. Ah bon, je ne savais pas qu'il fallait savoir danser pour jouer au golf. Moi, je connais déjà les tamourés, les passo dobles, la valse à deux temps, le tango argentin. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu, ma femme, au Balajo, à la Bastille. Elle était assise toute seule dans un coin avec les pliés galbés comme une commode Louis XV. Moi, pour ne pas rester comme un imbécile, je l'ai invitée à danser. Oh, elle était comme une valise sans poignée. Je ne savais pas par où l'attraper, alors je l'ai prise dans mes bras et ça fait 20 ans que je l'ai sur les dos. Monsieur, le swing, c'est la position du corps qui pivote sur lui-même dans le sens opposé du trou. Oh, bah, je ne savais même pas qu'il y avait un trou. Monsieur, le trou, c'est la finalité du golf. Quand vous faites la cour à une femme, vous commencez par tourner autour. Ah, bon, vous savez, moi, je ne tourne pas pendant 3 heures autour du pote. Moi, quand je paye, j'en vais pour mon argent, monsieur. Vous allez me faire les mouvements avec vos bras. Vos bras sont comme le mouvement du carillon, le carillon d'horloge, voyez-vous? La régularité du carillon d'horloge. Ça me rappelle une histoire avec mon père. Un jour, on montait l'escalier, il y a un voisin qui passe avec une grosse horloge sur son épaule, et mon père, il y fait comme ça. Il va nous emmerder comme ça tous les jours avec son horloge? Il peut pas l'avoir un bracelet-montre comme tout le monde? Monsieur, faites-moi les mouvements du carillon, monsieur. Vous caressez l'herbe en passant, voyez-vous? Vous caressez l'herbe, comme on caresse une femme, voyez-vous? Vous avez déjà caressé une femme? Oui, mais pas avec ces machins-là! Maintenant, il va me donner une leçon de Kama Sutra. Bien, monsieur. Nous allons maintenant frapper la balle. Dans quelle direction? Devant vous, monsieur. Bon. Et il y a du monde en face. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Bah, moi, je ne m'inquiète pas, hein. C'est eux qui vont s'inquiéter. Allez-y, monsieur. Oui? Allez-y, écartez-moi les ailes des pieds. Oui? Sortez-moi le derrière. Oui? Verrouillez-moi les poignettes. Voilà, voilà. Poignets verrouillés. Arrière-train sorti. Paré à décoller. Et entre parenthèses, on ne peut pas dire que le joueur de golf est une position très esthétique, mesdames et messieurs. Imaginez un paysan qui n'a jamais vu un joueur de golf. Il me voit de loin me tenir comme ça au milieu de son champ. Qu'est-ce qu'il va penser? La même chose que vous. Bon, monsieur, faites-moi le mouvement que je vous ai dit. Tendez-moi bien le bras gauche, monsieur. Position. Oui. Sortez-moi le derrière. Voilà, voilà. Allez-y, monsieur. Paf! Oh! Écoutez, j'enlève une motte de terre comme ça, avec sa touffe. S'il y avait eu un chauve devant moi, il prenait la moumoute avec les racines. Il avait pris qu'à l'arroser. Je me suis fait engueuler. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait, là, monsieur? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je vous ai dit de la caresser, je vous ai pas dit de la bourrer. Je savais même plus de quoi il parlait, moi. Bon, monsieur, je crois que vous n'êtes pas très doué pour faire le swing. Vous allez vous contenter de faire du putting. Vous allez aller péter près du trou. Péter près du trou? Écoutez, péter des près ou péter des loin, moi, je pète pas sur commande. C'est plus une leçon de golf, c'est une leçon de pipi caca popote. Oh, il m'a énervé, hein. Manquait que j'ai continué à faire du golf. J'ai continué à faire du golf, mesdames et messieurs, parce que je vais vous le montrer. J'ai acheté un terrain de golf. Monsieur a acheté un terrain de golf. Tenez, les voilà. C'est un terrain de golf portatif. Pas besoin d'étondre, ni d'arroser. Et comme ça, je suis en accord avec les écologistes qui prétendent que les terrains de golf polluent les sols et les sous-sols à cause des nitrates et des phosphates qu'on y met pour entretenir les pelouses bien vertes.
Et ça, c'est vrai que des biologistes ont constaté des cancers de l'ésophage sur des vers de terre tirés de ces pelouses traitées au nitrate. Alors, vous allez voir, on va faire un swing dans la salle. Tu vas m'allumer la lumière et je vais demander au premier rang de bien vouloir mettre les mains devant le visage, parce qu'on ne sait jamais, ça peut... Sinon, ça peut vous casser la tête, hein, une balle comme ça, regardez ça. Hein. Voilà. Et alors, attention, vous allez voir ça. Et entre parenthèses, si vous allez sur un terrain de golf, ayez toujours soin d'emmener une casquette renforcée d'une côte d'émail. Ah oui, oui, à cause des balles perdues. Il y a toujours un couillon pour prendre la tête des autres pour un trou de balle. Alors, on pose la balle sur les tis, comme ceci, voyez-vous. Regardez en l'air, les autres. Hein. Alors, il faut lui parler gentiment. Il faut lui dire, tu vas y aller, saleté. Hein. Tu vas pas m'humilier devant tout le monde. Hein. Sortez le derrière, voilà. Tendez bien. Oh là là, quel beau swing. Et pardon, monsieur, est-ce que je peux vous demander la place? Parce que c'est mon fils qui est là devant. Il fait la haie d'honneur pour le défilé des 14 Juliette sur les Champs-Élysées. Je suis très fier de lui. Merci Hugo, beaucoup, monsieur. Tenez, voilà ma carte, vous serez toujours les bienvenus. C'est papa. C'est papa. Je suis juste là derrière toi. J'en ai là tout ça, qu'est-ce que ça te faut à manger? Je vais te les donner tout à l'heure. Il n'y a personne pour commander le repos, là? Ils vont attraper la crampe, hein? Depuis 6 heures du matin, ils sont sûrement là sans manger. Pose-les un peu les visites par terre, là. Tiens, je vais te donner un sandwich à manger, ça va te réconforter. Tiens, allez, mange ça. Comment? Interdit, c'est pas interdit de donner à manger à son fils, non? On n'est pas chez les tsars ici, non? Il va tomber, hein, c'est sûr, il va tomber des congélations. Depuis 6 heures du matin, ils sont là sans manger, bon sang. Monsieur l'agent, comment qu'il le circule, pourquoi? Non, je ne fais pas de la scandale, comme vous dites. Je viens seulement aller voir mon fils qui défile pas, c'est tout. Tenez, voilà ma carte. Et calçon Montenegro et des... Comment? Vous me la demandez pas? Vous me la demandez pas. Eh ben tant pis pour vous. Si vous attrapez froid au qui, ça m'intéresse pas non plus. Parce que ça vous intéresse pas. C'est peut-être mon accent qui vous plaît pas. Je suis peut-être plus française que vous, monsieur. Je suis bretonne, si vous voulez savoir. Hein? D'où des Bretagnes, ben des Brest-Litovsk, monsieur. Parfaitement. Nous sommes là. Vous avez vu comme je l'ai mouché? Voilà. Il y a toujours personne pour commander le repos, là? Oh, écoute, tu vous énerves, hein. Et vous, les gros, là, pourquoi vous défilez pas, vous? Il paraît que c'est les plus petites qui défilent pas. Vous n'êtes pas petites, il est grand, il est costaud comme tous, celui-là. Pourquoi vous défilez pas, vous? On appelle ça la haie d'honneur. C'est quand même pas croyable. Il paraît que c'est les plus petites qui défilent pas. Ils appellent ça la haie d'honneur. Moi, j'appelle ça plutôt la haie du déshonneur. Voilà. Mais vous n'êtes pas petite, vous. Il est grand, il est costaud, il est bien, celui-là. Pourquoi vous défilez pas, vous? Vous avez quoi? Des quoi? J'ai pas compris. Des émeraudes. Vous en avez beaucoup? Hein? Ça vous empêche de marcher. Confiez-les-moi, on va les mettre à la banque. Bon, il n'y a toujours personne pour commander le repos, il y en a marre, hein? Bon, allez, hein. Sinon, tu vas attraper la crampe de l'estomac. Tiens, tu vas manger une banane, ça va te réconforter. Tiens, je te l'enlève la plichire. Bah, il n'aime pas la plichire. Vous la mangez, vous, la plichire? Eh ben, lui non plus. Elle va plicher, elle va plicher. Elle pliche pas. Qu'est-ce que t'as? Une banane qui pliche pas? Bon, on va dire une banane qui pliche pas. Ça, alors, je savais qu'il y avait des fausses pièces de 10 francs, mais alors une fausse banane? Ça, une fausse banane? Ils m'ont... Hein? Elle est fausse? Elle est fausse. Pas bien sûr qu'elle est fausse. On voit que c'est pas vous que vous achetez les vrais. Alors, si je joue la pièce 800 fois, il faut que je l'achète 800 bananes? Et qui c'est qui va les manger après? Je vais pas attraper la bananite pour vous faire plaisir, non? Alors, elle épliche pas peut-être, mais elle klaxonne. En tout cas, c'est exactement comme ça que ça s'est passé entre mon père et moi.
Pour lui, mon père, c'était un honneur de voir son fils défiler sous l'uniforme de l'armée française. Lui qui avait débarqué à la gare de l'Est avec son balichon, venant de Bucarest. Il s'était engagé volontairement dans un régiment étranger qu'on avait mis avec les Zouaves, qui étaient des soldats très braves, mais très indisciplinés. On leur disait qu'ils tirent là-bas et eux, ils tiraient ailleurs. C'est comme ça qu'on les a appelés les tirailleurs. Ils défilaient en chantant « C'est nous les Africains que nous venons de loin. Nous venons des colonies pour défendre les pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. » Un jour, à l'aube, en montant à l'assaut, baïonnette au canon, mon père s'est retrouvé nez à nez avec un ennemi. Il était vert de peur. L'autre, il était vert de gris. Il avait tellement le trac qu'il n'arrivait même pas à lui traverser le tissu de sa capote. Alors des rages, il a jeté son fusil par terre. Il a attrapé l'Allemand par l'école de sa redingote. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris pourquoi il n'arrivait pas à lui traverser le tissu de sa capote. C'était de la bonne qualité. Ouais, les jeunes, ils font 10 mois de service militaire maintenant. En France, c'est 10 mois le service. Hein, c'est ça, je vois, c'est 10 mois de service, ouais. Et ma génération à moi, c'était 30 mois de foutu, mesdames et messieurs. Parce que moi, j'ai pas été pistonné, moi. Je m'en vante pas, hein. Mais j'ai fait 30 mois. Comme tous les circonscrits, j'ai passé les conseils des révisions. Paraît que les méthodes se sont un peu humanisées. Mais à l'époque, on était tout nus, là, devant des psychiatres, des docteurs, des docteuresses qui nous examinaient comme des poulettes de Bresse. Moi, pour me donner du courage, j'avais bu 2-3 bières. Je sais pas, est-ce que c'était l'effet de la bière ou est-ce que j'avais trop froid? Est-ce que c'était l'effet du froid? J'en sais rien. Toujours est-il que j'avais les porte-drapeaux qui commençaient à monter les couleurs. Malgré moi, hein. Et plus j'y pensais, plus ça montait. Oh, j'étais gêné. Il paraît qu'à 18 ans, c'est un signe de bonne santé. Mais ces jours-là, quand j'ai regardé autour de moi, eh ben, il y avait que des malades, hein. Alors, je suis arrivé devant le docteur, il m'a examiné, il m'a examiné, là, le docteur, il m'a dit, vous portez à gauche, c'est congénital? J'ai dit non, c'est quand j'ai trop bu. Alors, on m'a déclaré bon pour les services, et l'officier recruteur m'a d'abord proposé de me verser dans les génies. J'ai dit non, quand même pas dans les génies, mettez-vous avec des gens comme vous et moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les prêt-à-porter, dans les premiers régiments du train, avec les grades de 2e classe. Il n'y avait pas plus bas. Et je raconte pas l'humiliation qu'on faisait subir aux appelés pendant la formation des classes, à cause d'une tête brûlée qui nous faisait payer sa rancœur de n'avoir pas dépassé le grade de caporal-chef après 20 ans de service. Alors, au premier maniement d'armes, il avait trouvé sa tête de turc, c'était moi. Et pourtant, ça se voit bien que je ne suis pas turc. Alors, il se met à crier « Rassemblement par ordre alphabétique, les plus petits devant !» Là, je me suis approché discrètement de lui, je lui dis « Chef, vous avez fait un pléonasme. » J'ai fait quoi? Un pléonasme, chef. Oui, eh ben rentrez dans le rang avant que moi je vous fasse une plaie ailleurs. Compris, chef. Et il se met à hurler « Compagnie, garde debout! Repos! Garde debout! Repos! Garde debout! Repos! » Il doit avoir la maladie d'Alzheimer. Il y a mon voisin, une grande girafe aux oreilles décollées, qui me dit « Qu'est-ce que c'est que ça, la maladie de sa mère ?» Il ne se rappelle pas que ça fait 3 fois qu'il nous donne les mêmes ordres. « Garde debout !» Ça y est, il recommence. À gauche! Gauche! Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Tu m'as jamais vu? Eh ben justement, on a dit à gauche, gauche. Alors qu'est-ce que tu fous sur ma droite? Et là-bas le Cosaque! C'est à moi qui vous causez, chef? Qui c'est qui m'a foutu un blé pareil? C'est pas moi, je vous ai même pas touché, chef. Votre matricule. Matricule? 5400... Ah, j'ai laissé les bouts de la langue. 5000... Bon, je vous le laisse à 5000 et qu'on n'en parle plus. Vous, mon gaillard, je vous ai à l'œil. Vous croyez pas si bien dire, chef. Ici, vous nous avez tous à l'œil. On n'est même pas payé au SMIG.
Ah, taisez-vous, hein, si vous n'avez pas envie que je vous colle au trou. Et là, j'ai pas répondu. Il me faisait sûrement une proposition dans l'amiable. Et commence la formation psychologique. Au combat, une seule consigne. Que chacun tue son homme et il pourra considérer qu'il a fait son devoir en commençant par la gauche et ainsi de suite. Répétez, tu me lèves, chef, tu me lèves, chef, tu me lèves, chef, tu me lèves, chef, tu me lèves, chef. À côté de moi, il y avait un Sénégalais. Albinos. C'était son nom. Qui dit, moi j'en tue deux, chef. Ah bah tu dis, chef, il a tué le mien. Nous allons maintenant complètement changer de genre. Je vais entraîner le public de ce soir 3 siècles à l'intérieur de l'histoire, dans le grand siècle de Louis XIV, qu'on a appelé le siècle des Lumières. Envoie-moi la musique de Lily pour me mettre un peu dans l'ambiance, tu seras gentil. Écoutez ça. C'est la musique de Lily. Vous connaissez? Lily était le compositeur favori de Molière. Et je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais rentrer devant vous dans les costumes de l'époque. Enfin, je vous demande d'être indulgent parce que quand on m'a donné le prix de la redingote ornée des broderies fines, de la chemise à jabotte de dentelle et des hauts des choses, c'était les caleçons molletonnés de l'époque, j'ai compris pourquoi les sans-culottes ont fait la révolution. Alors, voyez-vous, j'aurais préféré m'habiller dans la coulisse pour vous donner la surprise, mais le directeur du théâtre m'a demandé de garder un œil sur la salle. Il paraît qu'on lui a déjà volé 2 fauteuils. Alors, on commence par habiller les chaussures, voyez-vous, comme ceci, voilà. Qui ne pouvaient pas me trouver 2 nœuds de la même couleur, non, c'est pas possible, ça. Voilà. Alors là, vous avez déjà des tennis Adidas Louis XIV, voyez-vous. De chez André. La chaussure André, la chaussure qui ne vous casse pas les pieds. Alors, Louis XIV a été un grand roi. Et on raconte qu'à 70 ans passés, le roi avait encore le feu au qui. Quand il croisait une courtisane bien contournée, il l'entraînait au petit Trianon de Versailles, c'était son pavillon de plaisance, et là, il lui disait en termes choisis, « Madame, préparez-vous à mourir de plaisir, ma nature a 2 mots à vous dire. » Et en 2 temps, 3 mouvements, la nature du roi n'avait plus rien à dire. Et à l'un de ses ministres qui le surprit en flagrant délire avec sa femme en lui disant « Messire, c'est ma femme que vous cochez là. » C'est comme ça qu'on disait, comme le coq coche la poule. Et le roi, tout déconfit, de répondre « Pardonnez ma méprise. Votre épouse, comme la mienne, a les cheveux qui frisent. Et j'ai la vue qui baisse. Mais alors, sire, s'exclama son ministre, il vous faut des lunettes à flelou. La lunette qui chasse le flou. Et alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des protège-dents. C'est pour quoi faire ça, Jackie? Ah oui. Hein, la coquille. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, la coquille. C'est pas un œuf que j'ai à cet endroit-là. Moi, que j'ai un ami qui a un chien qui en a qu'une. Eh ben, ça m'empêche pas d'aboyer. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Oh là là, non, ça, je la mets pas. Voilà, vraiment qu'on insiste pour que je la mette, hein, je vous le dis, hein, une série comme ça. Là. Oui, mais dis donc, doucement les basses. Hein. Oh là, doucement les basses. Hein. Je vois plus rien pour son Jackie, alors. Alors quoi? Ah ben, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Voilà. Ouais. C'est comme ça ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça, je vous dis. Hein. Ouais. Alors vous devez vous demander, mais
pourquoi s'est-il donc affiblé comme ça? C'est parce que maintenant, chers amis, je vais vous entraîner à la Comédie Française, où j'étais allé avec mon père pour les mardis habillés. Je ne sais pas si ça existe toujours à la Comédie Française, les mardis habillés avec les robes longues, les manteaux des fourrures en astrakhan. Nous, avec mon père, on était astrakhanés comme on pouvait. Et on nous a mis tout là-haut au poulailler. Vous savez, on était allé voir Lazare des Molières et L'Avare. Et mon père, comme chaque fois qu'il allait au théâtre, il avait du mal à suivre. Un jour, il était allé avec ma mère au théâtre, ils étaient allés voir L'Idiote avec ma mère, et ils étaient assises comme vous êtes assis, messieurs, dames, ici. Et à un moment donné, ma mère dit à mon père, était au premier rang, « Regarde le bonhomme à côté de moi, comment il dort. » Regarde le bonhomme à côté de moi, comment il dort. Et mon père, il répond, « Et c'est pour me dire ça que tu me réveilles ?» Alors là, c'est pareil, j'étais toujours en train de le pousser du coude en lui disant « Papa, tu ronfles. Hein? Tu ronfles. Qui c'est qui ronfle? C'est toi, ça me dérange pas. » Et arrive le fameux passage de la cassette avec Harpagon. Oui, et je vais vous en donner un très court extrait, parce que là, c'est pas mon texte, c'est le texte des Molières, et c'est comme pour les Minitel. Les 3 premières minutes sont gratuites, après, il faut payer les droits de l'auteur. Alors, Harpagon, qui arrive par le fond de la scène, comme ça, en criant « Au voleur, l'assassin, au meurtrier! Justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné! Je suis petit. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. C'en est fait. Je me meurs. Je suis morte. » Vous avez compris pourquoi j'ai mis des genouillères? Qui n'aime pas attraper un épanchement des Sibéries pour vous faire plaisir, hein? Bon, je continue. Oh, que des gens rassemblés. Je ne jetais mes regards sur personne qui ne me donnait des soupçons et tout me semble mon voleur. De quoi est-ce qu'on parle là-bas? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? À ce moment-là, mon père, sortant de sa somnolence, se dit donc, c'est à moi que vous parlez, monsieur? Tout le monde se retourne vers nous. Je dis, mais papa, c'est dans la pièce. Eh bien, justement, si c'est dans la pièce, alors pourquoi il nous accuse à nous? Forcément, on nous a prié aimablement de sortir. On nous a même remboursé les places. Et mon père a dit, ça, c'est gentil. Pour la peine, on reviendra en voir une autre. Arrivé à la vestiaire, papa arrive met un billet de 500 francs à la vestiaire. Une fois sorti de haut, j'ai dit, papa, j'ai pas voulu faire de scandale, tu en as fait déjà assez comme ça. Mais tu as regardé ce que tu as donné à la vestiaire, un billet de 500 francs. On donne pas 500 francs pour un vestiaire, c'est cher payé, 500 francs pour un vestiaire. Papa a dit, non, c'est pas cher. Regarde les manteaux qu'elle m'a donnés. Oh là, il fait chaud. Il n'est pas chaud. Quelle chaleur, mon vieux. Enfin, depuis le temps que je voulais y aller, là voilà la Côte d'Azur. Moi, je voulais aller au Touquet, mais il plaît un jour sur 2 là-bas. Et comme à l'hôtel, ils n'ont pas accepté mes conditions, de payer moitié prix les jours de pluie, ils ont perdu un client et puis c'est tout. Ici, il fait chaud, mais au moins, il ne plaît pas. Regardez-moi tous ces beefsteaks qui s'érotissent au soleil, là. Regardez-moi ça. Il y en a, c'est même plus des fesses qu'ils ont, c'est de la tôle ondulée. Ah, ouais, celle-là, regardez ça. Avec les Saint-Bernard en vadrouille, là. Et l'autre à côté, elle en a des petits avec des gros bouts. Elle irait bien avec mon voisin, dis donc. Celui de la radio. Parce que lui, il a des petites mains et une grande gueule. Et dis donc, qu'est-ce qu'il a à se mettre devant moi, celui-là? Il n'y a pas de ça à voir ailleurs? Non, mais semblait que j'étais là avant lui, hein? Comment? Salope? Qui ça, salope? Toutes des salopes, dis donc, parlez pour vous, hein? Ma femme, c'est pas une salope, hein? C'est une saleté, c'est vrai. Mais c'est pas une salope, comment? Elles font ça exprès pour nous exciter, moi ça m'excite pas. Je dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui font pas ça exprès pour vous exciter, mais c'est la loi de l'offre et de la demande, hein? Ce type-là, il doit souffrir d'une agressivité embryonnaire. C'est-à-dire que quand il était petit, il a dû être nourri au lait en poudre. Forcément, il en veut à toutes les mamelles. Et Fred, il explique ça très bien, hein, Fred.
Comment? C'est de la provocation. Ah oui, c'est ça que j'ai dit, oui, c'est de la provocation. Comment? Il n'y a qu'à répondre à la provocation par la provocation. Oui, bah, répondez sans moi, hein. Je tiens pas à l'attraper un coup de soleil là-dessus, moi, hein. Si c'est pour passer la nuit trempé dans un verre d'eau froide, eh ben, très peu pour moi, hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une incitation dans la débauche. Faudra pas s'étonner si après ça, il y en aura 3 fois plus de veuves du 3e âge que de veufs. Et pourtant, il n'y a pas de guerre en France. Ça vient de quoi? Tout simplement que c'est un grand docteur qui me l'a dit. Que le cœur a des milliers de fibres, des petites fibres. Et chaque fois que l'homme fait la chose que la morale réprouve, mais que la physique approuve, il a une centaine de fibres qui cassent. Et un jour, flop, il casse la dernière fibre. Oh, moi, de ce côté-là, je me surveille. Ça fait peut-être 5 ans que j'ai pas cassé des fibres. Tiens, en voilà une autre sans soutien-gorge, là. Oh là, il y a du monde au balcon, là. Ça doit être une nourrice agréée par la sécurité sociale, moi. Si un jour, elle remplace les pétroles, elle va coter à la bourse, celle-là. Et les gens ne s'étonnent même plus, mon on s'étonne même plus. Et c'est fini, le soutien-gorge, c'est terminé. Oh, c'est terminé. Eh ben, j'en connais une qui va faire une tête, c'est ma sœur qui vend des soutiens-gorge, dis donc. Il faut que je lui téléphone. Je vais lui dire, Rachel, les soutiens-gorge, c'est fini. Tu peux les couper en 2. Qui vendra des calottes pour aller à la synagogue. Vous êtes déjà allé au bois des Boulognes? Oui. À 2 heures du matin. C'est le seul endroit que je connaisse où quand vous donnez un coup de pied dans un buisson, il vous le rend. Parce que, figurez-vous que l'autre soir, je sortais d'un restaurant de la Porte Mayotte, où que j'étais allé dîner pour fêter l'anniversaire de mon mariage avec ma femme. J'avais décidé de ne pas regarder à la dépense, surtout que j'étais seul. C'est-à-dire qu'on s'était disputé les matins, et comme elle n'avait pas voulu venir, je me suis dit, je vais remettre ça demain, on sera peut-être réconciliés, ça va m'écouter les doubles. Enfin bref. Après le dîner, je roulais tranquillement dans les bois, quand arrive derrière moi une voiture qui commence à me faire des appels de phare. S'il est pressé, celui-là, il a qu'à passer, non? Surtout qu'il y en a un devant moi qui roulait encore plus doucement. Alors moi aussi, je lui fais des appels de phare. Et pour qu'il aille plus vite. Au lieu de ça, il s'arrête, m'obligeant de m'arrêter moi aussi. Il descend de la voiture, il vient vers moi et me dit « Bonjour, monsieur. » « Bonjour, monsieur. Où on va? Hein? » À ce moment-là, celui-là qui était derrière, il descend de la voiture, il dit « Bonjour tout le monde, où on va? » J'ai dit « Moi, je vais chez moi. Si je peux déposer quelqu'un. » À ce moment-là, je vois arriver une espèce de Igli-Berlite avec les jabots de dentelle, la jaquette que ça flotte, qui nous dit comme ça « Youpla mes cocottes, tout le monde suit la Cadillac blanche. » Ouh, j'ai dit « J'ai compris. Je suis tombé dans une noce et ils me prennent pour quelqu'un de la famille. » Moi que j'ai toujours rêvé de me faire des connaissances aristocratiques pour me changer de ma vie médiocratique, j'ai sauté sur l'occasion de grimper d'une échelle dans cette société anonyme au capital illimité et j'ai suivi, on s'est retrouvé dans un château au milieu d'un parc. Écoutez, il y avait une servante en robe longue qui nous a introduits. Elle avait un décolleté très creux, en forme de bénitier pour faire la quête. Et d'ailleurs, chacun lui mettait un billet. Alors moi aussi j'en ai pris un et je lui ai donné ma carte. Et je vois un monsieur qui commence à les habiller. Il sait que c'est des habits, là à côté. Mais complètement, hein. Ah oui, tiens, ça doit être les propriétaires, il va déjà se coucher. Mais petit à petit, tout le monde s'est déshabillé. Je ne savais plus où mettre les mains. Alors moi aussi, pour avoir une contenance, j'ai enlevé mes chaussures. Et je vois arriver une espèce de haricote, là, en caleçon court, à rayures. Même pas molletonné. Et il commence à me regarder d'un air comme s'il me désirait, vous savez. Alors moi aussi, je l'ai regardé d'un air comme si je ne le désirais pas. Il m'a dit, tu vas garder ton sapot et tes chaussettes, mon cocotte? Il dit donc qu'on n'a pas gardé la cochonne ensemble, hein? Il me dit, oh, qu'il a l'air brutal, tout à fait mon genre. Ah, bah, votre genre, tout à l'heure, il va pas attendre les fêtes des Pâques pour vous laisser secouer les cloches. Un mot de plus et je lui ai rentré dedans, hein? Mais je voulais me sauver, parce que j'avais compris, là, que j'étais tombé dans des bacchanales collectifs. Mais je ne retrouvais plus mes chaussures. On me les avait volées, mes chaussures.
Alors je traverse une pièce à moitié éclairée, je dis « Excusez-moi, messieurs, dames, personne n'a vu mes chaussures ?» Et alors là, pardonnez-moi l'expression, « Oh, que d'équilles à l'air ! Au moins 3 douzaines d'équilles. D'équilles tout nues, hein? Oh, je me suis dit, c'est le moment où jamais je l'ai sorti ma carte. Caleçon molletonné, gros et demi-gros! Je voudrais vous présenter mon équipe technique, parce que j'ai pas de musicien, mais j'ai quand même une équipe technique. Si le spectacle a pu se dérouler ce soir, c'est grâce à mon éclairagiste Eric Isler, que je vous demande d'applaudir. À la poursuite, Didier et Stéphane. À la sonorisation, Gérard Lartaud. Et à la régie générale, monsieur Jacques Mathieu. Merci. Je voudrais... Merci. J'ai lu dans un magazine médical, parce que vous savez, c'est vrai que ce soir, il m'est arrivé parfois de raconter des histoires sous la ceinture, et je reconnais que c'est pas mon fort, que c'est pas... bon, on peut me critiquer là-dessus, c'est vrai, mais après tout, je n'ai eu qu'une pensée, c'est de vous enlever vos soucis, voyez-vous, de vous enlever, de ne pas vous faire penser. Bon, alors je suis pardonnable là-dessus. Mais peut-être qu'il y a dans un coin un pisse-froid à qui ça n'aura pas plu. Alors, comme disent les Anglais, on y soit qui mal y pense. C'est comme ça qu'on dit en anglais. En français, merde aux enquilières des mouches. Alors, je lis dans ces magazines médicaux qu'il fallait rire 5 minutes par jour, que c'est très bon pour la santé. Faites les comptes, vous aurez ri ce soir pendant presque 2 heures. À raison de 5 minutes par jour. Vous aurez emmagasiné suffisamment de rire pour vous permettre de faire la gueule pendant 3 semaines. Et sans danger pour la santé, c'est le bien que je vous souhaite. Popek, ça vient de Czepek. Czepek, en polonais, c'est un violon grinçant. Donc, il y a un homme grinçant. Mais je suis de moins en moins grinçant, puisque de plus en plus, les portes grincent de moins en moins, s'ouvrent devant moi. Donc,